Bonjour et bienvenue pour ce 25e épisode de Une histoire de l'informatique moderne. Alors pour ce 25e épisode, on va parler de l'IA, qui est très d'actualité. Mais en fait, on va voir que c'est une très longue marche. C'est notre dernier épisode thématique. Après ça, je vais faire des épisodes de bilan. Bon, déjà, parlons de l'IA. Alors, c'est une histoire longue, tumultueuse et controversée. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA n'a jamais été sur un plateau de stabilité. Ça a toujours oscillé. Il y a eu des oscillations entre grands espoirs et grosses déceptions. Et ces grosses déceptions, on les a appelées les hivers de l'IA. Pour le moment, il y en a eu 2. Mais c'est pas impossible qu'il y en ait un 3e très bientôt. Mais l'essentiel à comprendre, c'est que l'IA, c'est fondamentalement des projets de recherche. C'est pas de l'informatique directement opérationnelle. Et d'ailleurs, quand c'est de l'IA, quand ça fonctionne, on n'appelle plus ça de l'IA. Donc il y a eu en gros, grosso modo 3 périodes. Une première période des débuts, donc de 1956 à la fin des années 60, qui a été la période euphorique, l'âge d'or de l'IA, où on croyait que tout était possible et on avançait des promesses inconsidérées. Une deuxième période, début des années 70 jusqu'à la fin des années 80, où on s'est aperçu qu'en fait c'était beaucoup plus difficile que prévu et que certains espoirs, et même beaucoup d'espoirs, commençaient à être vraiment douchés. Et puis une dernière période, la période dans laquelle on est, où il y a eu un très long hiver qui a commencé à la fin des années 80 et qui a duré pratiquement jusqu'au milieu des années 2000. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'en fait, l'IA étant des projets de recherche, ça dépend essentiellement des financements, de l'argent qui est mis. Et donc, pour qu'il y ait de l'argent, pour qu'il y ait des budgets, il faut vendre un espoir. Et souvent, cet espoir a été survendu. Alors, revenons aux origines. L'origine, c'est un colloque, une réunion, une conférence au Dartmouth College en 1956. Cette réunion a été organisée par John McCarthy et Marvin Minsky, deux des figures les plus proéminentes du domaine, qui se sont dit faut qu'on réunisse des collègues, qu'on fasse des projets ensemble. Donc dès août 1955, John McCarthy, qui est une des figures emblématiques du domaine, a écrit à la Fondation Rockefeller pour demander des fonds, demander de l'argent tout simplement, de façon à ce qu'ils puissent inviter et héberger une dizaine de scientifiques de renom, des gens qui travaillaient dans ces domaines. Ça s'appelait pas encore l'IA, mais en gros, ça tournait autour de ça, pendant 2 mois, donc au Dartmouth College. Et la promesse, à travers la proposition, c'est que on sortirait de là avec des projets concrets sur lesquels on pourrait avancer. Bon. Le Dartmouth College est resté dans l'histoire parce que c'est l'événement fondateur, c'est le moment où on a justement forgé le terme IA. Et d'ailleurs, John McCarthy a avoué bien des années plus tard que c'est lui qui avait forgé cette appellation parce qu'il disait que ça sonnait bien et que ça aidait à lever des fonds parce que ça frappait l'imagination. Bon, donc on voit tout de suite déjà un peu les biais qui sont à l'œuvre. Et donc ça a été un relatif échec parce que les différentes têtes d'affiche qui étaient présentes, on en a la liste ici sur la photo à gauche, donc une dizaine de personnes, n'ont pas respecté le programme. C'est-à-dire qu'il fallait rester 2 mois en vase clos, personne n'est resté 2 mois, ça allait, ça venait, ça revenait, et il n'y a eu aucun projet concret qui ont été véritablement lancés à ce moment-là. Mais c'est resté comme l'événement fondateur. Alors l'histoire commence relativement mal et elle est significative aussi
des démons qui agitent l'IA depuis le début, c'est l'affaire du perceptron. Alors, le perceptron, on voit ici en photo Frank Rosenblatt qui le montre. C'est en gros un réseau de neurones utilisé pour, par exemple, la vision par ordinateur. De façon à reconnaître des formes, à reconnaître des caractères, etc. etc. C'est une idée qui date des années 40, que Frank Rosenblatt a repris, qu'il a commencé à mettre en œuvre dans les années 50 à Cornell, et sur lequel la Navy américaine, la marine américaine, a mis des financements importants dès le début. Et donc dans les années 60, il y avait beaucoup de battage médiatique autour du perceptron qui était vu comme une machine pensante, capable de décoder toutes sortes de formes, évidemment. Alors, bien sûr, comme ça a été survendu, il y a eu une grosse déception, mais cette grosse déception, elle a été aidée par un livre rédigé par Marvin Minsky et Seymour Papert. Le livre qui a été publié, qui s'appelait Perceptron, avec un S cette fois, pour dire il y a une faille dans la théorie du perceptron et même d'une manière générale dans l'IA connectiviste, c'est-à-dire qui s'appuie sur un réseau de neurones, alors que nous, notre approche symbolique, elle marche dans tous les cas, et c'est là-dessus qu'il faut aller. Alors, on voit là très clairement que différents chercheurs, en fait, se disputent les budgets, et Marvin Minsky était jaloux que Frank Rosenblatt ait réussi à attirer la marine américaine dans ses filets, c'est le cas de le dire, et il a voulu le torpiller, c'est le cas de le dire aussi. C'est pas autre chose, c'est ça ce qui s'est passé. Donc tout de suite, ça montre aussi que Marvin Minsky, en fait, c'était un sale type. Tout le monde a dit qu'il était merveilleux, formidable, que c'était le pape de l'IA, etc. Bah non, désolé, quand on fait ce coup-là à un collègue, on n'est pas un chic type. Donc voilà, voilà pour Marvin Minsky. Au début des années 70, il y a eu une montée en puissance, un effet de mode terrible autour des systèmes experts. Alors qu'est-ce que c'est que les systèmes experts? Eh bien, ce sont des logiciels qui sont programmés à base de règles. C'est-à-dire, au lieu de faire de la programmation procédurale à essayer de voir quels sont tous les cas possibles et les traiter le cas échéant selon telle ou telle manière, eh bien là on se dit en fonction des inputs, je vais regarder à quoi ça correspond et je vais appliquer la règle qui est dans la base de connaissances pour définir l'output. Alors, dans des cas un peu particuliers, ça marchait pas mal. Le tout premier système expert connu, c'est un logiciel qui s'appelait Dendral, qui était en fait un analyseur de composés chimiques. Et puis il y a surtout eu Mycin, au début des années 70, qui était un système expert de diagnostic des maladies du sang et de prescription des médicaments qui vont avec. Et Mycin a été effectivement plutôt réussi, ça a été le prototype sur lequel tous les autres systèmes experts se sont basés. Alors, il y a eu un effet de mode absolument terrible, un battage médiatique extraordinaire. Je l'ai vécu en direct, il fallait voir dans les années 80, les publications spécialisées dans l'informatique ne parlaient que de ça. C'était principalement les périodiques 01 Informatique et Le Monde Informatique. Et chaque semaine, la couverture était sur les systèmes experts, l'IA, etc. Arrêtez d'apprendre la programmation, devenez cogniticien, etc. Toutes ces bêtises. Tant et si bien qu'il y a eu tous les éléments, tous les phénomènes marquants d'une bulle, y compris des matériels dédiés, c'est-à-dire des processeurs dédiés, des stations de travail dédiées. Là, on en voit une qui était de Symbolic, je crois, qui était dédiée à justement la programmation de systèmes experts, et c'était ce qu'on appelait une machine Lisp. Il y a une machine spécialisée pour la compilation de programmes écrits en Lisp. Lisp, c'était un programme défini par John McCarthy, alors qu'en France, c'était plutôt Prolog. Donc, il y a eu un effet de mode terrible, et évidemment, ce qui s'est passé, c'est que la baudruche s'est dégonflée. On s'est aperçu que, oui, évidemment, on ne pouvait pas faire de la programmation à base de règles pour tous les problèmes. Les systèmes experts ont essayé d'être tout pour tout le monde, et ça, on sait que généralement,
ça se termine mal. Et c'est ce qui s'est passé. Donc à partir de là, on est rentré dans le deuxième hiver de l'IA. Et en fait, souvent ce qui s'est passé dans ces années pionnières, c'est ce que j'appelle le syndrome du profil d'aile d'avion. Alors c'est important et intéressant et j'explique de quoi il s'agit. Imaginons par exemple un ingénieur en aéronautique qui a l'idée d'un profil d'aile d'avion hypercritique par exemple, qui va être très performant dans les vitesses au-dessus de 500 km/h. Bon, c'est une idée. Hein. Et donc il fait un prototype, il le met sur une cellule existante avec les moteurs qu'il a à sa disposition. Et le problème, c'est que ce profil n'est pas très porteur aux basses vitesses. Il ne révèle sa performance qu'aux hautes vitesses. Et ce qui se passe, c'est que l'avion ne décolle pas. Et il roule sur la piste, les moteurs à fond, mais l'aile ne porte pas assez à basse vitesse, donc ça ne décolle pas. Donc on est incapable de valider la performance éventuelle de ce profil d'aile aux vitesses pour lesquelles elle a été conçue. Et c'est précisément ce qui est arrivé à la branche réseau de neurones de ce vaste domaine de recherche qu'est l'IA. Donc d'un côté, il y avait les systèmes experts qui étaient l'expression de pointe de l'approche symbolique. Donc analyse des textes, base de règles, base de connaissances, etc. Et de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelait le connectivisme, c'est-à-dire le fonctionnement en type réseau de neurones, qui était la continuation, la suite et la sophistication du perceptron. Et cette fois, on ne se contentait pas d'une couche de réseau de neurones, mais on faisait du multicouche. C'était plus performant théoriquement, seulement on ne pouvait pas le vérifier parce qu'on n'avait pas encore ni les machines, ni les logiciels, ni les données nécessaires pour faire les tests. D'où cette notion du syndrome du profil d'aile d'avion. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans l'hiver de l'IA, un deuxième hiver de l'IA, un très long hiver de l'IA, où d'ailleurs, et c'est amusant, pareil, il faut l'avoir vécu, faut l'avoir vécu pour y croire en fait, parce que quand on le raconte, c'est un peu difficile à croire, mais pendant des années et des années, l'IA n'était plus mentionnée du tout. C'était devenu un gros mot. C'était devenu un terme qui était complètement ostracisé, que personne n'avait le droit d'utiliser, sous peine de perdre toute crédibilité. Et puis finalement, au milieu des années 2000, là, on a eu un phénomène de dégel, on a eu un phénomène de réveil de la notion d'IA à travers un programme qui s'appelle ImageNet, qui a été la première expression, la première application qui montrait la validité du machine learning, qui était l'aboutissement des réseaux de neurones avec des progrès techniques tout au long de toutes ces années de travail souterrain, parce qu'évidemment l'IA n'avait pas disparu dans les universités, on en faisait encore, et il y a des chercheurs qui évidemment cherchaient à améliorer, ils savaient bien qu'ils tenaient quelque chose de valide sur le plan théorique, il fallait simplement pouvoir le vérifier. Et à partir du milieu des années 2000, là on avait les moyens de le vérifier, puisque il y avait beaucoup de données à travers Internet. ImageNet, par exemple, la première chose qu'il a fait, c'est d'être performant dans la reconnaissance de photos. Et c'était des photos de chats. C'est-à-dire qu'il était capable de dire oui, ça c'est une photo de chat, non, ça c'est pas une photo de chat, avec un niveau de performance très élevé par rapport aux autres programmes de l'époque. Donc les photos de chats sur Internet, évidemment, il y en avait beaucoup. Donc c'est facile d'entraîner, enfin relativement facile d'entraîner ce programme à reconnaître les photos de chats. En plus, le cloud commençait à se répandre. Et donc là aussi, il y avait des capacités de traitement informatique, en veux-tu, en voilà, nécessaires et suffisantes pour arriver à faire l'entraînement de ces programmes. Donc ça a complètement débloqué la situation. Et on est rentré dans la période qu'on connaît aujourd'hui. Alors, la période qu'on connaît aujourd'hui, je ne vais pas vous la décrire parce que vous la connaissez, vous la vivez. Je voudrais simplement dire deux choses. C'est que tout d'abord, l'IA aujourd'hui ne se limite pas à l'IA générative telle qu'elle est mise en avant par les vedettes actuelles telles que OpenAI, etc.
Ça, c'est une des branches. Mais il y en a plein d'autres. Et l'IA à l'avenir, l'IA sérieuse, l'IA utile, sera surtout intéressante pour les applications de type robotique, pour tous les systèmes autonomes, tous les systèmes intelligents et autonomes, où justement on n'a pas la possibilité en amont de programmer tous les cas possibles, toutes les situations qu'ils vont rencontrer et sur lesquelles il faudrait pouvoir les entraîner. C'est ça, l'autonomie, c'est en quelque sorte d'être capable de réagir convenablement vis-à-vis de situations inédites ou en tout cas peu communes, peu fréquentes. Donc il ne faut pas faire l'erreur, les erreurs qui ont été faites dernièrement, justement, par exemple à l'époque des systèmes experts, on considérait que tout devait passer par des systèmes experts, que les systèmes experts soient tout pour tout le monde, évidemment. Dans ce cas-là, ça ne marche pas. Et là, c'est pareil. Si on imagine que l'IA générative va être tout pour tout le monde, c'est une erreur fondamentale. Et là, je voudrais mettre en avant un paradoxe. Le paradoxe de Hans Moravec. Donc, c'est Hans Moravec, le type qu'on voit en photo là, qui l'a édicté dans les années 80. Et c'est un paradoxe qui est encore valable aujourd'hui. C'est devenu une sorte de loi. La loi de Moravec. Et cette loi de Moravec dit la chose suivante. Elle dit ce qui est facile pour l'être humain est difficile pour les ordinateurs, donc au sens large, hein, donc tous les systèmes informatiques. Et ce qui est facile pour les systèmes informatiques est difficile pour l'être humain. C'est assez simple de se le représenter. Par exemple, si vous devez faire des calculs nombreux et à très grande vitesse, il est clair que vous allez avoir du mal à battre un ordinateur, qui lui a été conçu dès le départ pour ça. Mais si vous devez faire des raisonnements subtils, avoir du bon sens, le sens de l'humour, ou même simplement vous saisir d'un œuf avec votre main sans casser la coquille, bah pour vous c'est tellement facile que vous le faites sans y penser, c'est quasiment un geste automatique, c'est simplement votre volonté puis votre musculation fait le reste. Alors que pour les robots actuels, ben, c'est beaucoup plus difficile. Parce que justement, il n'y a rien d'implicite. Tout doit être explicite. Donc c'est très difficile. Donc il ne s'agit pas de se laisser leurrer par le fait que l'IA soit à la mode actuellement. Les modes, ça passe. Et l'IA n'est pas du tout à l'abri d'un prochain hiver. Rappelez-vous le métaverse dont on parlait beaucoup il y a 2, 3, 4 ans. 95% de la valeur qui avait été accumulée par les différentes initiatives dans ce domaine sont partis en fumée. Les gens qui vous vendaient par exemple des parcelles de terrain dans des mondes virtuels, bah, la valeur de ces parcelles de terrain a été diminuée au minimum par 20. Donc ça doit donner à réfléchir. Aujourd'hui, on vous dit que l'IA a représenté 241 milliards de dollars en 2023 et ira jusqu'à 511 milliards de dollars en 2027. Et toujours en 2027, un demi-milliard de personnes utiliseront l'IA au quotidien. Bon, ce sont des prévisions qui ne valent rien. Déjà qui ne valent rien dire, mais qui valent rien. Parce que c'est bâti sur du sable. C'est-à-dire, on prend les courbes et hop, on les prolonge. Dans l'histoire de l'informatique, ça a montré que c'était toujours un exercice d'une vanité totale. Voilà sur l'IA, c'est un vaste sujet. On s'est contenté de la balayer rapidement et d'en tirer quelques enseignements. Merci pour votre attention et votre fidélité. Lors des prochains épisodes, on va essayer de faire un bilan de tout ce qu'on a dit, de tous les enseignements dont on peut tirer de cette histoire de l'informatique moderne. Merci et à très bientôt.